Renaud Tillet, bonjour. Vous êtes consultant en affaires européennes et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. L'accord pour le Brexit a été rejeté il y a 15 jours par le Parlement britannique. Pouvez-vous nous dire un mot de là-dessus ? Alors en effet, l'accord de retrait de la Grande-Bretagne a été rejeté il y a à peu près 2 semaines par le Parlement britannique et par une majorité très forte. Plus forte que ce à quoi on s'attendait. On savait qu'il y aurait des difficultés, mais je pense que tout le monde a été surpris de voir à quel point, notamment les députés conservateurs, se sont retournés contre leur chef de majorité. Alors dans un tel scénario, et sachant que normalement la date officielle de sortie du Royaume-Uni, c'est le 29 mars, donc c'est très bientôt, Theresa May souhaiterait évidemment pouvoir représenter l'accord, mais elle ne peut pas le faire exactement dans les mêmes conditions. Il faut qu'elle obtienne peut-être des améliorations, ou en tout cas des déclarations de la part des Européens, pour peut-être rassurer les députés conservateurs, notamment sur la question nord-irlandaise, puisqu'on sait que c'est le point très difficile pour un certain nombre de députés. Alors ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est que Theresa May a donné son soutien à un amendement en particulier, l'amendement Brady, donc du nom d'un député conservateur, qui, en gros, demande de revoir le fameux backstop, donc la solution qu'on apporte à la frontière irlandaise, c'est-à-dire de remplacer ce qui est prévu dans l'accord par des solutions alternatives, c'est la formule qui est utilisée, sans plus de précision. Donc sous-entendu, on définira ces alternatives plus tard. Et dans ces conditions, la majorité des députés, et notamment la quasi-totalité du groupe conservateur, voterait pour l'accord, puisque cet amendement a été adopté. Donc sur cette base, Theresa May va sans doute essayer de revenir vers les leaders européens pour demander une réouverture de l'accord, une renégociation sur la question irlandaise. Il n'est pas du tout certain qu'elle réussisse, mais en tout cas, elle a aujourd'hui une majorité sur une voie possible, et c'est pour elle le plus important. Vous avez parlé de la frontière nord-irlandaise qui est vraiment la pierre d'achoppement concernant l'accord de retrait. Pouvez-vous nous dire un mot plus spécifique sur ce point crucial de l'accord ? Alors la frontière nord-irlandaise pose des difficultés puisque c'est une question qui a des implications très très vastes sur la relation future. Ce n'est pas seulement la question technique de comment est-ce qu'on va organiser la fluidité des parcours en Irlande, entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, mais la solution qui sera trouvée aura des implications pour la relation future. Ce qui est prévu dans l'accord aujourd'hui, c'est qu'en cas d'impossibilité de maintenir une frontière ouverte dans le cadre de la relation future, c'est-à-dire si par exemple la technologie ne permet pas eh bien, que le passage à la frontière des camions se fasse sans contrôle, eh bien, on opte pour une situation dans laquelle l'Irlande du Nord resterait dans le marché unique avec toutes les réglementations européennes donc, qui vont avec, donc, ce qui permet de garantir que ce qui passe la frontière finalement c'est sûr, ça respecte les réglementations européennes. Mais en plus de ça, l'ensemble du territoire britannique resterait dans une union douanière avec l'Union européenne. Alors, pas sur la totalité des choses, mais sur une grande partie. Et ça, évidemment, c'est un véritable anathème pour une grande partie des députés conservateurs, des Brexiters, qui souhaitaient sortir absolument de l'union douanière. Et pourquoi ? Parce que sortir de l'union douanière, ça permet de signer des accords avec d'autres grandes puissances. Donc on voit bien que cette question néo-irlandaise, en fait, pose la question de l'avenir, en gros, de la relation. Dans quelle mesure est-ce que le Royaume-Uni sera véritablement souverain, reprendra le contrôle, notamment de sa politique commerciale, mais aussi de ses réglementations. Et puis par ailleurs, évidemment, les unionistes nord-irlandais n'aiment pas beaucoup l'idée que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique, puisque pour eux, ça signifierait en gros céder du terrain aux tenants de la réunification irlandaise, et ce serait donc mettre le doigt dans un engrenage. Dans ces conditions, quels seraient pour vous les scénarios qui se dessinent pour le Royaume-Uni ?
Alors le Brexit a été une longue histoire d'élaboration de scénarios qui ne se sont pas toujours révélés très fiables, donc je me risquerai pas à formuler des probabilités ou des prévisions. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, on va voir déjà ce qui va se passer entre Theresa May et les Européens. Moi, je pense qu'il est possible que les Européens lâchent un peu du lest, peut-être pas sur l'accord, mais en tout cas avec peut-être une déclaration attenante à l'accord, un protocole. Donc ça, c'est une possibilité qui, du coup, rendrait l'adoption de l'accord plus probable. Mais voilà, on n'a pas de garantie de ça. C'est vrai que si ces concessions ne sont pas véritablement, n'ont pas de valeur juridique voilà, très forte, les députés britanniques peuvent aussi critiquer voilà, ces concessions. Cela dit, je pense que le pari de Theresa May, c'est d'arriver à un point où, sous la pression du no deal, c'est-à-dire sous la pression du 29 mars, eh bien, beaucoup de députés, finalement, se diront qu'il vaut mieux voter pour l'accord et avoir le Brexit plutôt que prendre le risque d'une extension qui ouvrirait beaucoup d'incertitudes et peut-être ouvrirait la voie à un second référendum, puisque c'est aussi ce que veulent beaucoup de députés, notamment Labour. Donc moi je pense qu'il n'est pas du tout exclu que finalement l'accord soit validé. Si ce n'est pas pour le 29 mars, ce sera quelques semaines plus tard. Il est possible qu'il y ait une petite extension. Encore faut-il que le Royaume-Uni en fasse la demande. Mais voilà, l'adoption de l'accord n'est pas encore tout à fait exclue. Le no deal peut se passer effectivement si bon, les députés britanniques décidément trouvent que cet accord est mauvais et sont prêts à risquer ce no deal. Circule aujourd'hui beaucoup l'idée que finalement le no deal ne serait pas le scénario catastrophe décrit par tout le monde, du moins à court terme. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver des transitions en douceur dans un certain nombre de domaines. Et on sait par exemple que la Commission européenne et un certain nombre de pays, dont la France, préparent ce scénario bon, pour éviter par exemple que les vols soient complètement interrompus, que les trains continuent à circuler sous la Manche, etc. Donc ce scénario du no deal maîtrisé fait son chemin, voilà, et peut du coup aussi nous conduire au no deal. Vous avez évoqué les difficultés rencontrées par Theresa May au sein du Parti conservateur. Qu'en est-il du Parti travailliste de Jeremy Corbyn ? Alors ce qu'on peut dire, c'est que le Parti travailliste n'a pas brillé par sa clarté ces dernières années, et notamment son leader Jeremy Corbyn, qui a eu beaucoup de mal à se positionner sur le Brexit depuis le départ, et qui encore aujourd'hui, finalement, n'arrive pas à convaincre qu'il peut apporter une alternative, qu'il a une vision crédible. Et c'est ce qui se reflète d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, puisque malgré l'impopularité de Theresa May, Jeremy Corbyn est encore plus impopulaire. Alors, le Labour, évidemment, avait fait campagne pour le Remain, même si Jeremy Corbyn l'avait fait du bout des lèvres, il faut bien s'en souvenir, c'est un eurosceptique. Depuis le début de la négociation, Jeremy Corbyn est poussé par, mettons, le ventre mou du parti, c'est-à-dire le gros des troupes du groupe Labour, à infléchir sa position et à réclamer, à en appeler à un Brexit doux. C'est-à-dire un Brexit qui conduirait à une relation à la norvégienne, c'est-à-dire voilà, le pays resterait alors sinon dans le marché unique, en tout cas très très proche du marché unique, avec une forme d'union douanière. Évidemment, cette position n'est pas très crédible non plus, puisqu'elle ne répond pas à la question de la liberté de circulation des personnes. Si le Royaume-Uni veut rester dans le marché unique, alors il faut accepter la liberté de circulation des personnes. Or, y compris les députés travaillistes savent très bien que c'était l'un des points essentiels du vote de juin 2016. Par conséquent, encore une fois, la solution proposée par le Labour n'apparaît pas comme voilà, très crédible, très forte, et n'est pas plébiscitée par les électeurs. Et dans ce contexte, il y a un groupe de députés travaillistes qui se sont mis à soutenir activement l'idée d'un second référendum.
Alors c'est pas la majorité, mais c'est une partie non négligeable. Et évidemment, c'est un facteur qui divise encore plus le groupe travailliste et qui rend d'autant plus difficile l'idée que le groupe pourrait apporter une alternative.